Allez, aujourd'hui, on plonge dans les rouages du Bitcoin, mais sans le charabia technique qui donne mal à la tête. Parce que, pour bien se protéger dans cet univers, la première étape, c'est de comprendre ce qu'on a vraiment entre les mains. Et la réponse, vous allez voir, elle est assez surprenante. On va commencer par la question fondamentale. On entend partout « j'ai des bitcoins »,« je possède du bitcoin », mais concrètement, ça veut dire quoi? Ce n'est pas d'une pièce qu'on peut tenir, ce n'est pas non plus un fichier sur son ordinateur. La réalité, elle est à la fois plus simple et bien plus fascinante. En fait, la clé de tout, au sens propre du terme, c'est l'idée de clé numérique. C'est là que tout commence. C'est ça la véritable propriété dans le monde de Bitcoin. Et voici le cœur du réacteur, la clé privée. Il faut s'imaginer ça comme un très long numéro complètement unique et secret. C'est cette clé qui donne le contrôle absolu. La personne qui détient la clé privée détient les bitcoins associés. Point. Ce n'est pas une image, c'est une réalité technique. Pour que ce soit bien clair, l'analogie du compte en banque est parfaite. La clé publique, c'est comme votre IBAN. On peut la donner à tout le monde pour recevoir de l'argent, il n'y a aucun risque. Par contre, la clé privée, ça c'est le code de la carte. C'est la signature en bas du chèque. C'est ce qui autorise la dépense. Et c'est pour ça qu'on ne doit jamais, au grand jamais, la partager avec qui que ce soit. Ce qui est génial, c'est que la relation entre les deux est une vraie rue à sens unique. À partir de la clé privée, on peut calculer très facilement la clé publique. C'est un procédé mathématique qu'on appelle la cryptographie à courbe elliptique. Mais l'inverse, essayez de retrouver la clé privée à partir de la publique. C'est tout simplement impossible avec la technologie actuelle. C'est cette asymétrie qui rend le système si sûr. Et voilà, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de tout ça, c'est bien celle-ci. La clé privée, ce n'est pas juste un accès à vos bitcoins. La clé privée, c'est vos bitcoins. C'est l'actif lui-même. Une fois qu'on a bien compris ça, on devient immunisé à des tonnes d'arnaques qui consistent justement à vous faire confier vos clés. Ok, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on utilise ces clés pour faire un paiement? Comment un bitcoin passe concrètement d'une personne à une autre? Le cycle de vie d'une transaction, c'est assez simple en 4 étapes. D'abord, on autorise le paiement en signant numériquement la transaction avec sa clé privée. Ensuite, cette transaction signée est diffusée à tout le réseau. Là, elle arrive dans une sorte de salle d'attente qu'on appelle le mempool. Et enfin, un mineur la récupère pour l'inscrire de manière définitive dans le grand registre, la blockchain. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment la transaction est structurée. En fait, on n'a pas un solde qui diminue. On a des entrées, des bitcoins qu'on a reçus par le passé, qui sont dépensés pour créer de nouvelles sorties, les bitcoins qu'on envoie. La petite différence entre ce qu'on dépense et ce qu'on envoie, ce sont les frais de transaction, la récompense pour le mineur. C'est un système comptable totalement transparent. Attention, il y a un point crucial à comprendre ici. Quand on envoie une transaction, elle est diffusée quasi instantanément sur le réseau. Mais elle n'est pas encore confirmée. Elle n'est pas encore gravée dans le marbre. Ce n'est que lorsqu'elle est incluse dans un bloc par un mineur qu'elle devient officielle et, pour ainsi dire, irréversible. Bon, on a vu la transaction toute seule, maintenant on va prendre de la hauteur et regarder l'énorme machine qui valide tout ça, le minage. Et ce n'est pas juste une histoire de créer des bitcoins, c'est avant tout le système de sécurité de tout le réseau. L'analogie du sudoku, elle est juste parfaite. Essayer de résoudre une grille de sudoku difficile, ça demande beaucoup de temps et d'efforts. Mais une fois qu'on a la grille complète, vérifier si la solution est bonne, ça prend quelques secondes. Eh bien, le minage, c'est exactement ça. Une compétition mondiale pour trouver la solution à un problème mathématique très difficile, mais dont la solution est hyper facile à vérifier par tout le monde. Et ce grand concours, ce processus, ça porte un nom, la preuve de travail, ou proof of work. En obligeant les mineurs à dépenser de l'énergie et de la puissance de calcul, donc de l'argent, pour valider les transactions, le système rend toute tentative de triche incroyablement chère. C'est ce qui garantit que l'histoire des transactions ne peut pas être réécrite. Le minage a donc un double rôle. D'un côté, les mineurs sont les auditeurs du réseau. Ils vérifient que tout est en ordre. Et de l'autre, ils jouent le rôle de banque centrale. Ce sont eux qui mettent les nouveaux bitcoins en circulation à un rythme bien défini. La récompense qu'ils reçoivent pour ce travail aligne parfaitement leurs intérêts avec la sécurité du réseau. Ce qui est fascinant, c'est que tout ce système mondial fonctionne avec la régularité d'une horloge, un peu comme un battement de cœur. Voyons comment ce rythme est maintenu. 10 minutes. Voilà. C'est le temps moyen qu'il faut à tous les ordinateurs du réseau pour trouver la solution du sudoku et ajouter un nouveau bloc de transaction. C'est le battement de cœur de Bitcoin. Mais alors, que se passe-t-il si de plus en plus de mineurs se joignent à la compétition? Avec plus de puissance de calcul, ils devraient trouver la solution plus vite, non? Eh bien, le protocole Bitcoin a tout prévu. Il intègre un mécanisme d'autorégulation absolument génial. C'est un lien de cause à effet direct. Toutes les 2 semaines environ, le réseau regarde à quelle vitesse les derniers blocs ont été trouvés. Si ça a été trop rapide, il augmente la difficulté du sudoku. Si c'était trop lent, il la diminue.
Le résultat, c'est cette cadence imperturbable de 10 minutes par bloc, peu importe la puissance de calcul totale sur le réseau. On arrive maintenant au sommet de la pyramide, à ce qui rend Bitcoin si unique. Ces règles économiques qui sont gravées dans le marbre de son code, c'est là que tout prend son sens. 21 millions. C'est le nombre magique. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins en circulation. Jamais. Cette limite est inscrite dans le code et personne ne peut la changer. La politique monétaire de Bitcoin n'est pas décidée par des humains dans une salle de réunion. C'est une fonction mathématique, une courbe que tout le monde connaît à l'avance. L'émission de nouveaux Bitcoins ralentit avec le temps, de manière totalement prévisible, ce qui rend l'offre de plus en plus rare. Ce ralentissement programmé se fait via des événements qu'on appelle les halvings ou réductions de moitié. Environ tous les 4 ans, la récompense que les mineurs reçoivent pour avoir trouvé un bloc est divisé par 2. C'est ce mécanisme qui assure cette rareté croissante et qui fait que le tout dernier Bitcoin ne sera miné que vers l'an 2140. Pour bien se rendre compte de ce que ça signifie, cette rareté, comparons un peu. Sur les 25 prochaines années, l'offre de Bitcoin va augmenter de 27%. C'est écrit, c'est prévisible. Dans le même temps, si on suit les tendances, l'offre d'or augmentera de plus de 50% et celle du dollar de plus de 270%. Cette prévisibilité et cette rareté absolue, c'est vraiment l'une des caractéristiques fondamentales de Bitcoin. Donc si on résume, la possession repose sur un secret personnel, la validation des transactions repose sur un concours mondial, et l'offre est régie par un calendrier mathématique immutable. Pour la toute première fois, on a un système de valeurs dont les règles sont totalement transparentes et connues de tous à l'avance. Alors, maintenant que ces règles du jeu sont claires, est-ce que ça ne change pas un peu la perspective sur ce que la valeur peut être à l'ère du numérique ? La question reste ouverte.